Bonjour à tous. Dans cette capsule vidéo, je reviens sur comment est-ce qu'on calcule, à l'aide de la formule de Fresnel, l'allure de la figure d'interférence obtenue avec un interféromètre de trou de Young. Vous avez un exemple ici de figure d'interférence obtenue sur un écran avec des trous de Young éclairés par un laser rouge. Alors dans le cadre du cours, on fait la modélisation suivante de la situation, vue de dessus. Le dispositif de trou de Young donc, est modélisé par les deux trous T1 et T2 alignés selon l'axe des X. Et le dispositif de trou de Young est éclairé par une source S qui, pour nous ici, sera considérée comme ponctuelle, monochromatique et située sur l'axe Z, c'est-à-dire à égale distance des trous T1 et T2. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déphasage entre le trou T1 et T2. L'onde scalaire lumineuse sphérique émise par S arrive sans, sans déphasage entre les trous T1 et T2 sur les trous de Young. Ces trous de Young laissent donc passer une partie de la lumière. Ils vont donc chacun réémettre une onde lumineuse sphérique et on va supposer, pour nous, les hypothèses suivantes, que les trous T1 et T2 sont suffisamment petits pour être considérés comme des sources ponctuelles qui émettent donc de la lumière à la même longueur d'onde lambda que la source S. Et ce que l'on constate, donc, c'est que les trous T1 et T2 réémettent en fait une partie de l'onde émise de S, c'est-à-dire qu'elles sont issues du même train d'onde, et donc ce sont des sources cohérentes. Voilà, donc à l'avant du dispositif Young, dans cette zone-là, on a donc la superposition de deux ondes cohérentes émises par T1 et T2, et donc on va avoir un domaine d'interférence. Dans le domaine d'interférence, l'éclairement est donné par la formule de Fresnel. Donc l'éclairement E en un point M de l'espace est égal à E0, qui est l'éclairement s'il n'y avait qu'un seul des trous T1 ou T2 tout seul, facteur de 1, plus cosinus de pi sur lambda, fois la différence de marche au point M. Et donc dans cette vidéo, ce qu'on veut établir, c'est la différence de marche pour un point M situé sur un écran, placé à une distance grand D du dispositif Young. Donc calculons cette différence de marche. Donc je reprends un schéma un petit peu plus clair, où on s'intéresse donc à un point M de coordonnées x, y, d situé sur l'écran. Et vous avez les rayons qui symbolisent la marche de la lumière de la source jusqu'au point M. Et donc la différence de marche qui nous intéresse, c'est la différence entre le chemin optique suivi par l'onde entre le point S, entre la source S et le point M en passant par le trou T2, moins le chemin optique entre la source et le point M en passant par le trou T1. Je ne reviens pas dans la capsule sur le calcul de la différence de marche. Il est détaillé dans le polycopier. C'est un calcul que vous devez savoir mener. Mais donc, dans l'hypothèse où grand D est très grand devant A, c'est-à-dire cette hypothèse veut dire que l'écran est placé loin devant l'interféromètre, et dans l'hypothèse où grand D est très grand devant X et devant Y, qui sont les coordonnées de position du point M, c'est-à-dire si on fait une observation proche du centre de l'écran, et bien si ces hypothèses sont vérifiées, la différence de marche peut se mettre sous la forme approchée NAX sur grand D, où je rappelle que N, c'est l'indice optique du milieu dans lequel les ondes se propagent. Et donc, si on reprend la formule de Fresnel, ça nous dit que l'éclairement en un point M de l'écran est égal à E0, facteur de 1,
plus cosinus 2pi sur lambda fois NaX sur grand D. Et pour décrire la figure d'interférence, eh bien, on va simplement regarder ce à quoi ressemblent les franges brillantes. Alors, les franges brillantes, elles sont obtenues là où elles se situent là où l'intensité lumineuse est maximale, c'est-à-dire là où le terme ici dans le facteur, le terme cosinus 2pi sur lambda nx sur d, est maximal, c'est-à-dire vaut 1. Et donc ça, c'est si l'argument du cosinus 2pi sur lambda nax sur grand D est égal à 0 modulo 2pi, c'est-à-dire est égal à p fois 2pi, avec p un entier relatif. Et p, c'est ce qu'on a défini dans le cours comme étant l'ordre d'interférence. Et quand l'ordre d'interférence est un entier, eh bien, c'est ce qu'on a ici, on a les franges brillantes. Alors, pour décrire les franges brillantes, eh bien, on peut travailler cette relation pour exprimer l'équation en x de la frange brillante. Alors, cela va nous donner x égale p fois lambda d sur na. Et donc ça, c'est l'équation de la frange brillante d'ordre P. Alors, à quoi ressemblent ces franges sur un écran? Alors, on va changer de point de vue. Ici, pour faire le calcul de la différence de marche, on avait une vision de dessus, mais maintenant, on va placer notre œil par ici et regarder l'écran de face pour décrire ce à quoi ressemblent les franges. Donc, voici ce que ça donne, hein, l'écran que l'on a là. Donc, l'axe des X reste l'axe horizontal, et c'est l'axe des X, hein, c'est l'axe sur lequel sont alignés les trous T1, T2. C'est-à-dire, vu de face, les trous T1 et T2 seraient situés comme ceci. Et les franges sont définies par une équation x égale p sur lambda d sur na, c'est-à-dire x égale une constante. Et donc ces franges, ce sont tout simplement des droites perpendiculaires à l'axe des x. Et donc une petite remarque qui est assez générale chez les interféromètres de Trudgium, c'est que les franges sont perpendiculaires à l'axe T1, T2, c'est-à-dire l'axe sur lequel sont alignées les ouvertures du dispositif Jung. Et ce qu'on voit, c'est que aussi, donc, ces équations de droite, eh bien, la constante, c'est simplement un multiple de lambda d sur na. Ce qui veut dire que l'espacement entre les franges, il est régulier, il vaut toujours la même valeur, il vaut lambda d sur na. Et donc cet espacement, c'est ce qu'on va appeler I, l'interfrange, entre les différentes franges. Et donc voilà ce à quoi ressemble la figure d'interférence. Alors vous allez me dire, c'est pas encore ce qu'on observe expérimentalement. Eh bien, la différence vient du fait qu'il ne faut pas oublier qu'ici on n'a pas pris en compte un phénomène, on a considéré que les trous T1 et T2 émettaient une onde sphérique qui éclairait tout l'espace. En réalité, l'espace éclairé par les trous T1 et T2 est limité par la diffraction. C'est-à-dire que les trous T1 et T2 n'émettent pas une onde dans tout l'espace à l'avant du dispositif Jung, mais éclairent simplement un petit cône de lumière dont l'ouverture est d'un angle θ qui est fixé par la diffraction. Et la conséquence de ça, c'est qu'il y a juste une zone limitée au centre de l'écran qui est éclairée par le dispositif des trous Jung. Et donc si on prend en compte la diffraction, eh bien en fait ce qu'on va observer, c'est simplement une zone limitée au centre de l'écran que l'on observe. Et donc si on prend en compte ça, eh bien voilà la figure d'interférence que l'on a. On observe juste des interférences au centre de l'écran dans une zone limitée par la diffraction. Et on retrouve les franges d'interférence rectilignes régulièrement espacées
de l'interfrange lambda d sur Na. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine capsule où on modifiera la source en entrée de l'interféromètre de Young. Dans la prochaine capsule, on modifiera les propriétés spatiales de la source. Et pour décrire les fils d'interférence, on ne prendra pas en compte la limitation de la file d'interférence par la diffraction, et on considérera que l'écran est totalement éclairé par les franges rectilignes. À bientôt.